pas peur de prendre des coups dans la tronche. J'ai pas peur de la douleur non plus. J'ai jamais mal en combat en fait. Hein. Mais j'étais en train de chialer, mon pote. Alors on l'entend hurler et tout. Et puis j'étais en sang, le chien m'avait bouffé, donc j'ai encore des cicatrices. Et après, dès que je me mets à rigoler, mince, je me trahis. Aujourd'hui, dans AV César le podcast, je reçois Grégory Boucher-Laghem, alias Greg MMA. Et comme son pseudo l'indique, Greg c'est un combattant de MMA, mais aussi un passionné qui parle de discipline, de mental et de rigueur avec beaucoup de sincérité. On va discuter de sport de combat, de préparation mentale, de maîtrise de soi et de ce que le MMA peut apprendre sur soi-même. Je suis ravi de vous inviter dans cette discussion. AV César le podcast avec Greg MMA, c'est parti. Bon Greg, trop content de t'avoir sur ce podcast, ça me fait trop plaisir. Moi aussi, César. Comme d'habitude, je te refais un peu le topo de ce podcast. Le gros concept, c'est que en fait, je reçois des gens que moi je trouve inspirants, en tout cas leur carrière professionnelle, leur choix aussi. Et toi, je dois dire que ça m'inspirait pas mal parce que on va en parler. T'as quand même, j'ai l'impression que tu as une vie avec 5-6 vies dedans. Tu as beaucoup de choses à raconter. Donc, je sais pas si j'ai tout raconté, donc bon, restez là et on va voir si tu vas on va voir si on raconte tout, exactement. Juste, je vais te présenter rapidement. Bon, on te connaît sous le nom de Greg MMA sur YouTube aujourd'hui, mais tu t'appelles Grégory Boucher-Laghem, je le dis bien ou pas ? Bon, enfin, sans l'accent, mais c'est bien. Boucher-Laghem. L'accent français, quoi. Oui, c'est ça. T'es né le 23 mars 1978 à Mantes-la-Jolie. Oui. Jusque-là, mes fiches sont bonnes. Allez, pour l'instant, le quiz est bon. Mais on va revenir évidemment dessus. Ton truc à toi, c'est le MMA, ok, mais les arts martiaux de manière générale. T'en as fait ton métier aujourd'hui puisque t'as une chaîne YouTube qui parle d'arts martiaux qui s'appelle Greg MMA. Mais avant ça, t'es combattant en vrai. Ça, on va y revenir aussi parce que ça a été une grosse partie de ta vie. On va aussi revenir un peu sur ton enfance, sur comment tout ça s'est goupillé, comment t'en es venu à rien que de penser de faire du MMA un métier. Moi, tu vois, si on me disait, bon, évidemment, en termes de carrure, ce serait difficile. Mais ça se travaille, ça se travaille. C'est vrai que ça se travaille. J'étais tout maigre aussi, hein, en te pointant du doigt. Moi aussi, je ressemblais à rien avant. Moi aussi, j'étais tout maigre. Non, mais on verra, parce que moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans les... On peut charrier ou pas ? Mais tu dis tout ce que tu veux. Non, c'est pas... Est-ce qu'on peut charrier ? On peut charrier. Tu dis tout ce que tu veux. T'as le droit de me charrier, j'ai le droit de te charrier. On se serre la main. Allez, on est dans une safe place de charriage. C'est bon. Non, parce que il est costaud, alors il en profite. Non, mais jamais de la vie. Un petit peu. Non, au contraire, je préfère que chacun se sente comme il veut ici. Tu vois, on a fait un truc un peu cosy et tout. Mais du coup, on va parler un peu de tout ça parce que moi, ça m'intéresse vachement dans les parcours de vie de comprendre. Comment est-ce que toi t'en es arrivé là, comment tu deviens combattant, comment t'as créé ta chaîne YouTube et tout, on en parlera peut-être pas de tout, on a dit, mais je rigole. Et le concept, c'est que j'ai cette boîte là, qu'on a fait faire, sur laquelle il y a posé 2 hamsters. Bien. Qui sont cochons d'Inde. Les cochons d'Inde, pardon. Exactement. Tu sais pas reconnaître un hamster d'un cochon d'Inde ? Non, mais c'est la honte. Si. Ça, on dirait la boîte dans Saw. Et tu rentres, et quand tu sors, quand tu sors, tu peux plus sortir parce que les trucs, ça devient du métal ou non, c'est en métal et quand tu ressors, tu peux pas. Après, moi je dis rien, mais si tu mets ta main dedans, après t'assumes quoi. Ça, c'est le côté parano des sports de combat de la self-défense. Je pense que c'est ça. C'est peut-être un côté un peu sadique de ma part d'avoir fait un peu cette boîte comme ça, mais en gros, dedans, on y a posé des objets qui vont certainement te rappeler des choses et des moments de ta vie. Tu peux la secouer, il n'y a pas de problème. Et voilà, le concept, c'est que tu vas prendre ces objets, ça va nous mener vers des petites conversations en fonction justement de ces objets. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Non, mais tu peux commencer en prenant le premier objet. Et voilà, l'idée, c'est tu prends ce que tu veux, quand tu veux. Après, dans le fil de la discussion, c'est peut-être bien de prendre les objets qui sont un peu plus près plutôt que loin, tu vois. Ouais, autant de me les donner. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as ? Oh, Dragon Ball. Alors, qu'est-ce que tu vois ? Parce qu'il y a des gens qui voient, il y a des gens qui écoutent, donc... Ah oui. Alors, là j'ai pris un livre de Dragon Ball Sangoku. Donc moi aussi je peux avoir une voix caverneuse, prêt à faire de l'ASMR. Alors, donc Dragon Ball le tome 1. Dragon Ball tome 1. Sangoku enfant,
Sangoku qui dit des bêtises, qui fait des bêtises. Ça représente quoi pour toi les mangas? Alors les Dragon les Ball. mangas, Dragon Ball, oui, bah c'est Est-ce que ça a été aussi la première porte d'entrée vers les arts martiaux et donc par la suite les sports de combat ou pas? Toi, pour toi, les souvenirs que tu en as, parce que quand tu lis ça, tu lis ça toujours, certainement, mais est-ce que tu as lu ça aussitôt quand tu étais enfant? alors je lis plus. Je lis plus grand chose d'ailleurs. Je pense, les écrans ils ont remplacé grandement la lecture. Bon, les mangas, mais bon maintenant la littérature et tout ça, je lis plus, j'ai plus le temps. Mais on pouvait retrouver ça surtout avec les films d'action, Ouais. de Bruce Lee, Jackie Chan ou Jean-Claude Van Damme, tu vois. Mais finalement, les mangas m'ont plus inspiré que ces héros de chair et d'os. Pourquoi? Je ne sais pas. Même si c'était des inspirations, et en fait, je crois qu'ils n'avaient pas ce côté décalé qu'il y avait dans Dragon Ball, notamment, hein, un peu moins dans Les Chevaliers Zodiac ou Quel est le survivant. Mais dans Dragon Ball, il y avait ce côté décalé où on se prend pas vraiment au sérieux. Donc ça me parlait. On faisait les choses avec passion, avec force. On versait du sang et des larmes, mais on se fendait la gueule par contre. Ok, ouais, tu te marrais. Ouais, et c'est pour ça que j'aime bien Jackie Chan aussi. Il était exactement dans cette même trame. Le foufou qui est capable de briser des os à main nue, quoi. Est-ce que ta conception des arts martiaux, des sports de combat, quand tu lisais justement ces livres-là et celle d'aujourd'hui, elle a changé? Ouais, elle a changé beaucoup. Il fut une époque où on était obnubilé par les sports de percussion. Ouais. On s'imaginait à l'époque qu'on pouvait battre, je sais pas, 4-5 personnes si on savait bien faire du kung-fu ou du karaté, parce que ça promeut pas trop la boxe ou la lutte, mais on reste sur des arts martiaux d'extrême asiatique. Ça se dit ça, Extrême-Orient? Je sais plus. Et donc c'était plutôt le karaté, le kung-fu, donc c'est des arts martiaux où il y a une part de mysticisme et pas mal de mensonges entre guillemets et de légendes qui nous ont fait croire à nous, qui étions passionnés, qu'on pouvait justement, avec de la pratique, être capable de détruire 4-5 adversaires en mettant une patate, le mec se couche, une autre patate, le mec se couche, et on se rend compte que dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Ok, ça a changé aussi ta vision d'aujourd'hui, quoi. En tout cas, je crois plus que ça, c'est possible. Ouais. Hein, même si j'en avais bien conscience, mais même les sports de combat ont grandement évolué grâce justement à l'Ultimate Fighting, qui a été une révélation pour le monde des sports de combat et des arts martiaux en général. Et ça nous a grandement ouvert les yeux sur ce que pouvait être un grand combattant, ce qui était possible d'acquérir. On retrouve un petit peu, d'ailleurs, quand je te parle, ça me rappelle les questions fondamentales de Kant. Que m'est-il permis de savoir? Jusqu'à où ma connaissance peut-elle aller? Tu vois, c'est des questions fondamentales et je pense que l'Ultimate Fighting, notamment, ça a permis de fixer certaines limites aux arts martiaux, d'effacer certains mythes. C'est malheureux, c'est triste, mais c'est vrai qu'on est dans une ère de pragmatisme. J'ai l'impression que l'être humain moderne aime être en face de la réalité, même si elle est dure à admettre. Et ça c'est stylé, je trouve, dans notre époque moderne. Ok. Et si, parce que moi, pour le coup, je lis pas de manga, j'en ai quasiment jamais lu. Si tu devais me conseiller un manga absolument à lire, ce serait quoi? Et pourquoi? Tu vois, à toi quel âge toi? 26. 26? Bon, à 26 ans, je vais pas te dire de lire Dragon Ball. Tu risques de t'emmerder. Et par contre, on n'est pas du tout dans les arts martiaux, mais si tu lis Death Note, tu vas kiffer. On t'en a déjà parlé, j'imagine. Tu l'as lu? Non. Ah c'est dingue. C'est vrai? C'est quoi le pitch? Alors le pitch de Death Note, c'est en gros, si tu avais un cahier dans lequel tu pourrais tuer un individu juste en écrivant son nom, en gros, qu'est-ce que tu en ferais? Est-ce que tu
tu en ferais la justice? Est-ce que tu ferais le bien? Est-ce que tu ferais le mal? Ah, c'est philosophique en vrai. Ouais, beaucoup. Et est-ce que tuer quelqu'un ne te conduit pas justement à te transformer en une espèce de Dieu tout-puissant et qu'est-ce que ça transforme en toi, cette omnipotence, cette omniscience sur les autres, quoi. Il est fascinant, C'est marrant, monde-là. ouais. Et Tiens, je te génial. récupère ça. Ouais. Et tu peux piocher l'objet suivant. Ah ouais, t'emmerdes pas, toi, tu me fais que piocher, après t'attends et ça déroule. Bah, c'est ça, moi je te fais parler, je suis là pour te faire parler. Hein. Tu vas parler, coquin. Ah, celui-là, je voulais que tu le prennes. Ah bah attends, je vais tous les prendre de toute façon. Tu vas tous les prendre. Alors, Qu'est-ce que tu veux? avance, bas, hop, avant et là. Et là, tu fais ton tu fais ton Soryoken. Exactement. Donc, là, une manette. Attends, on appelle ça un joypad. Ouais. Un joypad de Super NES, Super Nintendo. Ouais, Super Nintendo. Ouais, donc, alors c'est pas l'original. Tu l'as acheté à 5 €. Probablement. Ouais, t'es fait avoir. Je connais par cœur ça. Ça, c'est pas du tout un original. Je me suis buté Bah ouais, je sais. À la Super Nintendo. À la Super Nintendo, jeux vidéo. Et comme tu m'as dit, j'ai eu plusieurs vies. Parfois, j'essaie de les segmenter. Et je me dis que, ouais, je sais pas, de 10 à 18 ans, 19 ans, j'étais un cinglé des jeux vidéo, quoi. Je ne pensais qu'à ça. C'était quoi tes gros classiques? Gros classique. Attends, je te la reprends parce qu'il risque d'avoir un peu de tripotage de bruit. Ouais. Les gens m'ont gueulé. C'est inaudible. Ah ouais, Bien non, joué. mais si tu as une voix suave, donc profitons-en en fait. J'ai une voix suave quand il faut se pencher un petit peu et rentrer un petit peu le menton. Voilà, ça c'est quand tu parles à des femmes. Ouais, tu fais de la voix off. Quand tu fais de la voix off. Ouais. Et après, dès que je me mets à rigoler, mince, je me trahis. Mes classiques, donc Mario Kart, bien sûr, Street Fighter 2, et tu vois, Day of the Tentacle, par exemple, Doom. Ok. Ça, c'est les gros jeux que j'ai saignés. Ouais. Pourquoi on a mis cet objet-là? Parce que je savais que ça te rappelait un peu ce moment-là de ta vie, aussi ton enfance. J'avais envie de comprendre, avant qu'on parle de tout ce qui est combat, UFC, MMA, tout ça, de comprendre un peu ton enfance et ce qui t'a mené aussi à t'intéresser aux arts martiaux. Concrètement, toi, Greg, c'était quoi l'enfant? Enfin, t'étais comment enfant? Alors, enfant, il faut définir à partir de quand, mais bon, c'est quoi, c'est 7 ans, 13 ans? Ce que tu veux. Je sais pas, ouais. Non, j'étais solitaire, pas par choix, hein. Un incel enfant. Mais bon, pour le coup, ouais, c'est pas que j'ai pas de copains, parce que j'avais des copains à l'école, mais j'étais à la campagne, mes parents, on habitait Mantes-la-Jolie, ils ont décidé de quitter la cité dans laquelle ils vivaient, donc pour aller à la campagne, ils estimaient que c'était un endroit un peu plus sain pour élever leurs enfants. Mais à la campagne, on s'emmerde, et j'étais assez timide. Bon, je suis toujours un petit peu, mais beaucoup moins. Du coup, j'avais du mal à aller vers les autres, donc j'ai dû me créer un monde intérieur qui a pu passer d'abord par l'imagination, parce qu'à l'époque, on n'avait pas accès aux jeux vidéo, tout ça. Et puis ensuite, quand les jeux vidéo sont arrivés, ça a été, je dirais, une prothèse à mon imagination. C'est une prothèse électronique qui m'a permis de m'évader autrement que par ma simple pensée, en fait. Force est d'admettre que c'est hyper addictif. Ouais. On est vraiment dans un univers extraordinaire. C'est super bien foutu. Tu peux devenir accro comme un drogué. Hein. Ah bah complètement, ouais. Et cet aspect solitaire, il est resté longtemps. Enfin, jusqu'à quand tu dirais qu'il est resté à partir de quand tu t'es dit que c'était différent, ou quand est-ce que tu as cultivé, jusqu'à où tu as cultivé un peu cet aspect-là solitaire? Le fait est que je le suis toujours.
je suis toujours quelqu'un de solitaire en fait. J'ai pas vraiment besoin des autres Ouais. pour me sentir bien. Quand il y a du monde, je suis très content, mais quand il y a personne, je suis content aussi. Ouais. Je peux passer 2 semaines sans voir grand monde. Et puis plus le temps avance, plus on vieillit, et moins les copains sont disponibles. Donc ça rend les interactions sociales un peu moins fréquentes. Mais autant avant je la subissais, mais en vieillissant, je l'apprécie. C'est quelque chose même que je cultive. J'estime que si on est bien seul, on sera bien en société. Mais j'ai pas besoin des autres pour me sentir bien, quoi. Ok. Je sais pas si ça se trouve, c'est une phrase de mec qui se la fameuse fable du renard et du raisin, c'est faire de nécessité vertu. Est-ce que ma solitude, je dis pas que je l'accepte parce que justement je la subis. Tu as compris ou pas? Ouais, j'ai compris, mais c'était pas très clair. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que, bah, évidemment, aujourd'hui, il y a plein de gens qui se sentent seuls d'ailleurs et qui subissent justement le fait d'être seuls. Ouais. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que, effectivement, plus t'es jeune, plus tu l'as subi, et puis au bout d'un moment, tu comprends qu'en fait, juste le fait d'être seul et d'être bien seul, de pouvoir aller au resto seul, d'être chez soi seul, d'avoir ses activités et tout, c'est plutôt une force qu'une faiblesse en réalité, parce que bah, le fait est que la vie, à un moment donné, tu seras forcément amené à être seul à un moment donné, donc vaut mieux être mieux avec soi-même que ne compter que sur les autres, et à un moment donné, tu vas forcément être déçu par certaines personnes, et donc ça fait moins mal quand t'es bien avec toi-même, quoi. Bon, en tout cas, j'ai pas peur de vieillir et de mourir seul. Ça ne me dérange pas, en tout cas. Ok, c'est bien. Et justement, dans ce cocon où tu étais avec les jeux vidéo, le fait que tu sois un petit peu solitaire, comment c'est venu le fait de se mettre justement aux arts martiaux? Est-ce que c'est venu tôt? Est-ce que tu as commencé tôt à pratiquer? Est-ce que c'est venu un peu plus tard? Comment est-ce que tu as vécu cette transition un peu entre ta vie d'enfant et ta vie d'adulte, cet entre-deux-là? Bah, en fait, les arts martiaux et la musculation, parce que j'ai commencé les deux en même temps, c'est venu par une chose assez bête, hein. Là, je te parlais des grandes valeurs tout à l'heure, des grandes vertus. C'est peut-être quelque chose d'un peu plus banal qui m'a poussé à ça. C'est aussi le désir de plaire à la gente féminine. Voilà, le fait est que je suis pas un hyéna, c'est des séducteurs naturels. Moi, c'est pas le cas. Il faut que je travaille et il faut que je fasse des efforts. Ouais. Donc, un moment, à trop faire de jeux vidéo, tout ça, tu te dis, bon, bah, je vais pas y arriver, je pense, parce que... Je suis vraiment seul, quoi. Ouais, mais à l'époque, ça me plaisait pas, tu vois. Mais un moment, tu te dis, bon, où je continue comme ça, mais jamais je trouverai de gonzesse. Donc, il y aura pas deux belles Suédoises qui ont toqué à ma porte. Ah, Greg, oui, c'était vous. C'est bon. Non, bah voilà, il faut travailler. Et j'ai fait, vas-y, j'ai pris ma console, je l'ai mise dans ma boîte et j'ai fait, bon, maintenant, pour Noël, je veux un banc de muscu et je veux un abonnement au karaté. Ok, non. Donc, Du coup, t'as un peu transféré l'énergie que tu mettais dans les jeux vidéo, dans le sport. voilà, c'est ça. Et il se trouve que t'étais plutôt bon, mais ça, on va en parler. Normalement, il y a un autre objet qui nous mène à cette discussion-là. Donc, je te laisse piocher. L'objet. Le mec qui pioche, il est trop content. On dirait Motus. Je crois que ça va couper. Ah, bon, c'est pas celui-là qui va nous mener vers la discussion du... Et celui-là, en fait... Attends, Bah oui, prends tes notes parce que même moi, j'ai du mal. Non, mais qu'est-ce que c'est? Ça? Ouais. Je regarde les gens. C'est vrai que ça te rappelle pas forcément quelque chose de particulier dans ton domaine, on va dire. Alors attends, il y a quoi? C'est rien, il n'y a rien dedans. C'est un bâton de relais, de sport. Et du coup, j'avais envie qu'on parle un peu de... Ah bah oui, quand je faisais du 400 mètres relais. Ouais, c'est ça. Encore la seconde vie de Greg, c'est qu'il a fait du relais. C'est pour les tibias.
Non, mais en gros, ce bâton de relais, il est là parce que à chaque invité, je pose un peu les mêmes questions de transmission, de savoir ce qu'ils ont envie de transmettre aussi, soit aux plus jeunes, soit même aux moins jeunes carrément. Qu'est-ce qui, toi, font aujourd'hui que t'es bien, tes valeurs, etc. Comment est-ce que tu transmets aussi toutes ces valeurs? On va en parler aussi un petit peu après parce que t'as monté une chaîne YouTube, ce qui permet aussi de parler un petit peu plus comment dire, de rendre le MMA et les sports de combat un peu plus accessibles, on va dire. À quel point la transmission pour toi c'est quelque chose d'important? Je pouvais chercher longtemps, hein, du coup. Tu pouvais chercher longtemps, ouais. Je sais aussi que t'as eu ton propre dojo, t'es prof. Alors non, j'ai pas eu dojo, mais j'ai donné des cours à droite à gauche au fil des années, mais en ce moment, j'en donne plus. Donc tu me questionnais sur la transmission, qu'est-ce que j'aimerais transmettre aux gens? Ouais, qu'est-ce que tu as envie de transmettre, que ce soit via ta chaîne YouTube, via les arts martiaux, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important pour toi? Qu'est-ce que tu fais aussi? En fait, c'est jamais facile de vouloir transmettre des trucs et de paraître un petit peu professoral. C'est-à-dire que tu vas pas vouloir donner la même chose à certains moments de ta vie, tu vois. Ouais. Tu vois, moi, souvent, je parle de bienveillance, d'entraide. Ça, je pense que c'est des mots que tu peux transmettre, ou des valeurs que tu peux transmettre quand tu es arrivé à un certain stade. Tu vois, là, je suis arrivé à un stade de ma vie où j'ai besoin de rien, en gros. Je vais pas avoir peur des fins de mois. Ouais. Donc quand tu arrives à ce moment-là, tu peux dire ouais, mais faut être sympa, faut être généreux, ouais, mais non. Alors si tu me demandes à Bill Gates ou Elon Musk, oui, je vais leur dire ouais les gars, soyez bienveillants, soyez généreux. En gros, refilez ce que vous avez gagné. Vous en avez trop de toute façon, les gars. J'ai vu l'autre jour, voilà, qu'Elon Musk serait le premier billionnaire, 1000 milliards. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bon, je sais pas. Déjà, je suis pas millionnaire. Je suis millionnaire, je sais même pas quoi faire de ce que je gagne. Je gagne pas des milliers et des cents, hein, mais à un moment, bon, quand on me voit sur les podcasts ou dans mes vidéos, je porte toujours les mêmes fringues. C'est des cadeaux de mes sponsors. Merci à eux, merci à Nutrimuscle, merci à Unibet. T'as pas intérêt à le couper. Je couperai pas, je te dis, tu peux dire ce que tu veux, il n'y en a même pas de sponsor sur le podcast. J'ai déplacé ou pas? Allez, fin du podcast. Ils vont être contents. Ouais. Mais envoyez-nous aussi des sapes. Quand même. Oui, on va t'envoyer un petit bandeau pour la tête. Plus personne n'en met. Nickel. Tu peux piocher le prochain. Ouais. Je sais même plus ce qu'il y a trop. Aide-moi, hein. Je te le cale. Ah, un nonos. C'est pour les je l'ai dit tout à l'heure à Elwan qui avait préparé les objets, qui me dégoûte un peu, cet os d'ailleurs. Il te dégoûte? Je sais pas, il me paraît trop un peu réel. C'est pour les chiens ou les animaux? Ouais. Quoi? C'est les chiens ou les animaux? Les chiens. Ouais. J'ai cru comprendre que tu avais une histoire avec un chien qui t'avait fait peur quand tu étais petit. Ouais. Ah ouais, le pot. Ah bah tiens, bah oui, mais c'est sympa ta discussion parce qu'on peut revenir sur beaucoup de choses. Ben oui. Comment passer d'une peur à C'était sur ça que j'y pensais hier en plus, sans que tu me le dises. Ah bah marrant. Ah ouais. Mais après, tu vois, ça va faire parler, pourquoi pas, ce podcast, c'est intéressant. Tu vois, surmonter les peurs par rapport à ce que quelque chose a pu nous... Par rapport à la chose qu'il a initiée. Bon, je me suis fait bouffer quand j'étais petit par un chien, parce que je jouais avec sa balle. Toby, si tu m'écoutes, il est sûrement mort. Hein. Bah maintenant il ressemble Toby. À ça. Toby. Voilà, donc c'était ma tata qui me gardait, donc elle était toute contente. Et pour une fois qu'elle avait ma garde, elle était contente. Et voilà, donc, alors elle entend hurler et tout, et puis j'étais en sang, le chien m'avait bouffé, donc j'ai encore des cicatrices ici, là, voilà, peut-être là. Ah ouais, il t'avait bien attaqué. Ouais. Ok. Oui, donc ça, on comprend la peur, quoi. Bah, et ensuite, effectivement, j'ai été terrorisé par les chiens pendant très longtemps. Jusqu'à ce que j'ai une petite amie qui avait un Rottweiler. A priori, oui. Ouais. Donc, mais ça m'a vacciné. Mais j'ai eu cette peur des chiens pendant
une quinzaine d'années, facile, même. Ouais, quand même. Et je pouvais pas traverser un pont s'il y avait un chien qui traversait, tu vois. C'était vraiment phobique. Ouais, j'étais avec mon frère et ses amis, on faisait une petite balade en vélo, quand il m'autorisait à le suivre, et il y avait un chien et tout. Je fais, non, je peux pas. Il me disait, bah rentre voir maman. Non, je peux pas, c'est trop loin. Mais traverse. Non, je peux pas, il y a un chien. Et, vraiment la phobie, quoi. Ouais. Et même pour aller dans mon village me balader, eh ben je le faisais pas parce que... et du coup, tu peux te dire solitude, etc. Tu te disais, non, parce qu'il y a dans les villages, parfois, c'est des oufs, et il y a la ferme et tout, ils laissent les portes ouvertes, et il y a les chiens, tu vois, très chiens qui te regardent comme ça, et non, même maintenant, ça me ferait flipper. Oui. Tu vois. Mais du coup, ça fait flipper. Et puis voilà, j'ai eu ma première chérie, hein, et elle avait un Rottweiler. Ouais, j'étais en panique. Pas le plus petit chien. Non. Et finalement, de semaine en semaine, à force de le côtoyer, et voilà, bon. Petite thérapie. Oui, j'étais toujours pas rassuré, mais j'ai vu que voilà, même les gros chiens, ils pouvaient être sympas. Et du coup, maintenant, j'adore les chiens. Et tu sais quoi, j'y ai pensé hier, parce que je pense beaucoup, j'aime beaucoup réfléchir. Et j'étais là, je faisais, ah putain, merde. Tu vois, tu te fais agresser, tu vois, tu te fais agresser. Et après, tu vas stigmatiser toute la population qui ressemble aux gens qui t'ont agressé. Tu vois, je vais pas dire les termes parce que peu importe. C'est pas si intéressant que dans la discussion, donc ouais. Tu te fais agresser, on va dire, tu te fais agresser par, par un martien, quoi. Après, chaque fois que tu vois un martien, tu pètes un plomb. Et le fait est que c'est un martien qui t'a cassé les noisettes, et les autres martiens, ils sont cool, parce que finalement tu les côtoies. Ah, mais ils sont cool finalement, et t'as moins peur. Le fait de côtoyer les gens, juste d'apprendre à connaître plus, d'aller chercher les discussions, les conversations, ça aide grandement aussi. Oui, mais ça, comme je te dis, il y a des... Là, il y avait le chien n'était pas cool, il y a des gens qui sont pas cool, et après, la population, elle stigmatise un ensemble de personnes. Alors que si tu les connaissais, c'est des gens adorables. Et c'était l'exemple du chien, c'est ça, tu vois. La majorité des chiens, ils sont cool, ils sont paisibles, ils sont chill. Et puis parfois, il y en a un ou deux qui sont agressifs, vraiment. Il faut s'en méfier. Mais sinon, l'ensemble des chiens, c'est des crèmes. C'est adorable. Oui, mon fond d'écran, c'est un chien. Ah oui, tu vois, la thérapie a bien fonctionné. Ouais. Et là où j'avais envie de t'amener, moi, c'était aussi rapport à ton métier de combattant, etc. Est-ce que tu as un rapport particulier justement sur la gestion et du stress et de gérer aussi ses peurs? On en parlera tout à l'heure un petit peu de ta carrière en sport de combat et tout, mais moi ça m'intéresse de savoir comment justement intérieurement tu fais pour gérer ce stress, gérer peut-être la peur du combat s'il y en a une, peut-être tu te souviens de ton premier combat et c'était particulier, et comment après tu fais pour gérer tout ça? On va essayer de bien définir les termes. C'est pas qu'on a peur, c'est qu'on est anxieux, c'est pas tout à fait pareil. Et encore, je suis pas sûr de moi. En gros, on définit un peu la peur comme... je sais pas, tu ouvres une porte et tu vois une ombre et tu fais... Oh, t'as peur, tu vois, t'as peur. Ou je sais pas, Marie-Antoinette qui va à l'échafaud, elle a peur, elle sait pas ce qu'il y a, elle a peur, tu vois. Mais nous, ça n'a rien à voir. C'est pas ça, on n'a pas peur du mec en face. Oui. Voilà. C'est la même peur... Quand tu vas passer ton bac, tu as révisé dur. Tu es prêt, tu as intérêt à l'avoir, et tu veux pas te décevoir ni décevoir les autres. Et nous, c'est amplifié, parce qu'il y a plein de caméras qui sont sur nous, donc on ne veut pas se décevoir ni décevoir ses amis proches. Mais en plus, il y a peut-être, je sais pas moi, je regarde les statistiques de mes combats. Juste sur YouTube, tu vois, il y a peut-être 500 000 de personnes qui voient le combat ou le résumé, tu vois. Ouais.
Alors, et après, si tu prends TikTok et machin chouette Oui, et ça, machin, ça explose. il y a peut-être 1 million, 1,5 million de personnes qui, quand je combats, qui a fait voir ce qu'il a fait au Pignouf. Bon, donc, t'es anxieux. Ouais. Parce que tu veux pas passer pour un branque, mais t'as pas peur fatalement de l'adversaire, tu vois. Donc Ouais, c'est comparable, c'est la petite boule au ventre comparable à quand tu vas au bac. Parce qu'en fait, les coups dans la tronche, t'en as pris. Ça fait 30 ans que je fais des sports de combat. Je suis loin d'être le meilleur. Mais bon, je suis un bosseur, je suis un petit peu doué vite fait, mais bon, ouais, j'ai atteint un niveau sympathique, mais c'est pas le propos, on s'en fout. Quand même. Non, Quand même. C'est sympathique. Le fait est que j'ai pas peur de prendre des coups dans la tronche. Je m'en fous, j'ai pas peur de la douleur non plus. T'as jamais mal en combat en fait, hein. Jamais. Il y a trop d'adrénaline, trop de. Oui, non, voilà. C'est à l'entraînement peut-être à la rigueur, mais en combat, j'ai jamais eu mal en combat. Donc j'ai pas peur de la douleur, de se faire un peu fracasser la gueule, pourquoi pas, mais bon, je me suis déjà fait casser le nez, écoute, on te le remet, tac, tac, tac. Et puis voilà, mais par contre, t'as peur, t'es anxieux par rapport à ce que ta performance. Est-ce que ta performance sera à la hauteur de ton travail? Est-ce que la performance sera à la hauteur de l'implication que tu as mis dans l'accomplissement de ta tâche, tu vois? Et donc pour ça, tu peux faire exactement comme c'est ton épreuve du bac. Il y a des exercices à la fois de respiration qui te permettent de te relaxer le ventre. On parle du deuxième cerveau, mais effectivement, quand ton ventre est noué, tu as du mal justement à te mouvoir. Donc ça, le ventre, il faut qu'il se relâche. Et la pensée positive, la projection de la réussite. Donc ça, c'est excellent pour justement avoir les idées claires et avoir les idées ouvertes. Tu t'es plus, quand tu es anxieux, tu es concentré en général sur un point précis. Tu es anxieux parce que tu veux pas tomber sur, que sais-je, sur Baudelaire, tu veux pas tomber sur les fractales, j'en sais rien. Mais une fois que tu te projettes en train de réussir, tu vas être beaucoup plus ouvert et ton esprit sera comme dirait Jean-Claude, aware. Et tu seras disponible à ce qui va arriver. Okay. Et même si ce qui arrive, c'est dur, tu vas pouvoir gérer. Ouais, juste les idées claires. Et est-ce que les réseaux sociaux, ils ont changé un peu ce truc-là ? Pareil, on en reparlera, mais toi, tu as combattu un moment donné où les réseaux sociaux, il n'y avait pas trop, quoi. Ouais. Je parle de 2003, 2004, 2005. Ouais. Et tu as recombattu par la suite, à un moment où les réseaux, justement, c'était... ça s'est exacerbé, on va dire. En plus de ça, tu as participé à un événement qui impliquait énormément les réseaux sociaux, qui était le DTR, qui est le... Pour ceux qui ne savent pas, c'est un streamer, youtubeur qui s'appelle Billy. Très anxieux à ce niveau-là. Et qui a mis en place un événement de MMA où, en gros, des personnalités d'Internet, de YouTube ont fait organiser des combats. Et donc, grosse exposition à ce moment-là. Est-ce que ça a changé un peu la donne? Et est-ce que pour les combattants d'aujourd'hui qui sont à l'UFC, etc., ça a changé aussi la donne? Rien que de m'en parler, tu vois, ça m'a mis les larmes aux yeux. Je vais te dire, ça je l'ai dit à personne. Le combat c'est fini. Donc on parle du combat avec Billy, c'est ça? Le combat c'est fini. Je suis revenu dans la chambre avec ma femme. Je suis parti me doucher. Puis elle entend quelque chose, tu vois. Mais j'étais en train de chialer, mon pote. Ouais. Ah ouais. Trop de pression, la pression qui... Ouais. C'est pas mon sport, la boxe anglaise. C'est le sport où je suis le moins bon en sport de combat. Il y a eu top 1 Twitch au monde. Ouais, c'est fou. Le plus grand événement de boxe amateur au monde. Je sais pas combien de gens ont vu ça. C'était énorme, on le voyait partout. Et je devais combattre un streamer. Ouais. Mais le Coco, il avait fait de la boxe toute sa jeunesse, tu vois. Mais moi, si je perdais contre lui, c'était foutu. Foutu, Pépito, frérot. Allez, rentre chez toi. T'es qui, Greg MMA? Son nom, t'es Greg MMA et tu te fais savater par un streamer. Et moi, je le considère pas comme un streamer. Le mec, fallait que je le désosse. Parce qu'il y avait ma réputation en jeu. Et là, le stress, il s'est manifesté par des pleurs. Et c'est la première fois que ça me le fait. Ouais. D'habitude, c'est du MMA, tu vois. C'est ce que je sais faire, moi. Mais la boxe anglaise,
Et puis en plus, pour la majorité des gens, honnêtement, j'étais ultra favori. Non seulement tu étais favori, mais en plus, ceux qui. Il y a quand même plein de gens qui ont regardé cet événement qui n'y connaissent rien au sport de combat. Et donc finalement, faire la différence entre Greg, il est très fort en MMA, mais la boxe anglaise, c'est pas trop son sport. En vrai, c'est difficile de faire la distinction, tu vois. C'est du divertissement pur. Et là, non. Mais cette anxiété, tu vois, je l'ai dominée, justement, grâce à mon préparateur physique et mental, Steph Gentis. Et à chaque fois, il est là. Il me prend 10-15 minutes, 2 heures avant l'événement. Respiration, visualisation. Après, une fois, mon frérot, une fois que c'est fait, je suis chaud patate. Ok. Non, c'est vrai, tu sens que c'est important, quoi. Ouais, non, mais c'est fondamental. C'est il manquera toujours quelque chose pour atteindre l'excellence. Et en tant qu'être humain, je pense que c'est notre devoir d'atteindre l'excellence. On a une chance pas possible de naître, donc on n'a pas le droit de se laisser aller et de vivoter et d'être médiocre. Bon, tout le monde ne sera pas Carl Lewis ou Mohamed Ali, hein. Ça, c'est pas ça que je dis, hein. C'est au moins atteindre le maximum que ce que tu peux faire. Comme je t'ai dit, moi, mon niveau, il est sympa. Je suis pas John Jones, je suis pas Georges Saint-Pierre, je suis pas Benoît Saint-Denis, mais c'est pas grave. Moi, j'ai combattu dans la meilleure organisation au monde, le Pride. J'ai combattu 2 fois pour la ceinture du Cage Warrior. J'étais le premier Français à battre un combattant victorieux à l'UFC. Hey, pour le petit... Tu dis niveau sympathique. Non, mais c'est sympathique. Mais pour le petit garçon que j'étais, fluet et peureux, moi je suis content. Je suis content. Parce que je suis pas un gars comme Cyril Gane, ultra doué. Le mec qui fait du basket, Magic Johnson, il va faire du MMA, John Jones. Non, enfin pour le coup, pas John Jones. Non, pas John Jones, du coup. mais le mec il touche à tout, c'est un tueur. Ok frérot, non mais gros respect parce qu'il travaille dur. Mais moi j'ai travaillé très dur aussi, mais je suis moins doué. Mais c'est une des valeurs cardinales, ça reste le travail. La valeur travail, c'est fondamental, que tu sois doué ou pas. Mais il y a un truc sur lequel tu fais bien aussi de mentionner, justement ce travail, il est aussi mental. Encore plus avec les réseaux où il y a énormément de pression. On l'a vu sur plein de combats en France où en fait le combat se jouait aussi avant, tu vois. Avant, bien sûr. C'est impressionnant, mais du coup moi je voulais avoir un peu ton avis sur effectivement le gros switch qu'il y a eu et la différence entre le moment où toi tu combats à l'UFC et aujourd'hui les combattants à l'UFC, tu vois. C'est plus que le combat et les gens qui sont dans la salle, c'est en même temps tout ce qui va se dire après, et c'est la grosse pression de la honte en vrai. J'ai pas combattu à l'UFC, mais bon, j'ai combattu des mecs de l'UFC. Ah, quoi, je pensais que tu avais combattu à l'UFC, pardon. Ouais. Moi, j'ai combattu à mieux, c'était le Pride. Ok. Mais les gens ne connaissent plus maintenant. C'était l'organisation numéro 1 à l'époque. Mais, encore faudrait-il être perméable aux attaques ou critiques, tu vois. Il y a des gens, ils s'en foutent complètement. Là, tout à l'heure, je te parlais de mon pote Benoît Saint-Denis. Il lit pas les réseaux, il s'en fout, en fait. Ouais. Voilà. Par contre, sa femme, parfois, elle me montre ce qu'il y a. Et tu peux voir la versatilité des comportements des gens. C'est-à-dire que la même personne, un jour, avait écrit, je sais pas, je te dis, 2022, t'es le meilleur, t'es le plus fort. 2023, mais t'es un loser, jamais tu arriveras à faire quoi que ce soit, t'es nul. 2024, t'es le meilleur, comment je te kiffe depuis toujours. C'est les mêmes gens, quoi. Et tu fais des fous, quoi. Ça va dans ta tête. Des fous. Ouais. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Après, pour reprendre Fabrice Eboué, alors lui j'adore. Fabrice Eboué est trop drôle. le fou du village, je t'en avais parlé autrefois, non ? Ouais. Ouais, voilà, je t'en reparle. Et parce que ça fait écho à ce dont nous parlons. C'est que dans chaque village, il y avait un fou du village, il disait ses conneries, et tout le monde le regardait, il disait « Ouais, vas-y, dégage, Jean-Pierre, dégage !» Sauf que maintenant, avec Internet, il y a 30 000 communes en France, 36 000, je ne sais plus, et il y a 36 000 fous du village. Sauf qu'ils se mettent tous sur Internet pour parler. C'est vrai. Parce qu'il y a quelque chose
la sagesse antique nous a appris, c'est que le sage ne parle pas. Parce qu'il n'a pas besoin de parler. Parce qu'il est là où il devait être. Et maintenant, tout est clair pour lui. Exact. Mais sauf que là, ça me fait dire qu'on est en train de parler comme de personnes qui n'ont peut-être pas encore atteint la sagesse. Mais en tout cas, j'espère qu'ils n'ont pas atteint leur pic de sagesse. Les fous du village ? Oui. Ah non, ils en sont loin. Mais en tout cas, Internet, c'est le rendez-vous des fous du village. Et puis parfois, il y a des îlots de bienveillance ou d'intelligence qui résonnent dans cet océan d'imbécilité. Toi, si on te proposait un deuxième DTR, tu irais quand même ou pas ? Ah, grave, c'était bien payé. Hein. C'est vrai, c'est ça. Oui. Okay. Et le mec tout à l'heure qui dit non, mais il faut bien vivre. Il faut bien vivre. La vie d'un créateur de contenu, ça peut être éphémère, ça tient à rien. Ça peut être un bad buzz, ça peut être les gens qui se lassent. Il faut jamais rien prendre les choses comme étant acquises. Mais moi, je m'en fous, en fait. Ça peut se terminer demain. Rien à cirer. Moi, de toute façon, ma vie, ça tourne pas autour de ça, même si c'est mon boulot. Mais bon, moi, je reste un passionné avant tout. Et si un DTR2, j'irai. Pour le fric, pour la gloire, pour l'amour du sport. Voilà, c'est... Oui, non, c'est une belle expérience à vivre. Oui. Là, c'est moi qui vais choper l'objet parce que j'ai envie qu'on discute de combat et de MMA et de toute ta carrière quand même. Je voudrais pas qu'on loupe l'occasion. Voilà. Une jolie ceinture. On n'a pas trouvé de ceinture de combattant. Ah, effectivement, oui. On a dû faire avec. En fait, on a un problème avec cette boîte, c'est que tous les objets rentrent pas dedans quand même. Donc, l'alternative qu'on a trouvée, c'est de trouver juste une ceinture, voilà, tout simplement. Mais c'est... Ah oui, je vais te reprendre ça. Mais je vais Il te est reprendre fluorescent, ça l'os ? Quoi ? Il est fluo ? Je sais pas s'il est fluo. On va le faire briller dans le noir tout à l'heure. Phosphorescent, c'est pas pareil. Ouais. Non, mais tu l'as dit tout à l'heure, on a déjà parlé un petit peu de combat, etc., de MMA. Ton nom, on te connaît sous le nom de Greg MMA. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le MMA, est-ce que tu peux expliquer ? Il serait temps, oui, il serait temps, mais peut-être qu'on mettra cette séquence-là un peu avant d'ailleurs, j'en sais rien. Fais pas un montage bizarre pour me faire dire des horreurs. Hein. Je mets des mots après les autres. Non, bien sûr. Mais non, j'étais curieux effectivement que tu nous expliques un peu c'est quoi le MMA, pourquoi c'est différent des autres sports de combat, qu'est-ce qui fait la particularité de ce sport-là spécifiquement ? Bon, le MMA, c'est la quintessence des sports de combat, presque, où tout y est autorisé. Et le champion en MMA est censé être l'homme le plus fort au monde dans une cage. Voilà. Okay. Donc, on va être meilleur qu'un lutteur pur, on va être meilleur qu'un karatéka pur, on va être meilleur qu'un boxeur pur. Et factuellement, ça a été démontré que chaque sport pris de façon unidimensionnelle n'est pas efficace, ou en tout cas se prive d'un éventail extrêmement large de techniques qui pourrait rendre justement le pratiquant létal. Et le MMA, ça nous permet d'être le meilleur en combat sportif. Hein. Ouais. Après, il y a tous les combats non rituels, c'est encore un peu différent. Des combats à mort dans la rue, etc. Tu vois. Oui, c'est complètement différent. Là, il y a une organisation, c'est encadré. C'est pas complètement différent. C'est pas complètement différent, mais c'est différent. Ouais, je comprends. Toi, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. Donc, tu te mets à la muscu, tu te mets au sport de combat. À quel moment tu te dis, ok, là, je suis assez bon pour pouvoir envisager d'en faire un métier. Et comment ça se passe ? Est-ce que très vite tu le sens ou pas du coup ? Et est-ce que très vite on te dit bon ok là Greg on va te proposer un premier combat et tu vas te préparer à ça, ou est-ce qu'en fait comment ça arrive ? Alors moi je suis estampillé combattant professionnel, mais c'est juste un adjectif. Je suis pas professionnel de combat, c'est pas avec ça que je gagne ma vie. Heureusement, parce que quand je combattais dans les années 2000,
je pouvais te payer 500 € pour combattre un combattant de l'UFC. Ah oui. Bon, je l'ai fait 2 fois d'ailleurs. J'ai combattu Ross Poynton et Andrei Semenov pour 500 €. Tu vois, donc j'ai toujours fait ça par le plaisir, pour me prouver des choses à moi-même, pour la gloire personnelle. Donc j'ai jamais fait ça pour de l'argent. Mais en fait, c'est intéressant parce que moi, je croyais que ça avait été ton métier et que tu vivais de ça, mais du coup, tu avais un autre taf à côté. J'ai toujours été prof d'arts martiaux et prof de muscu, préparateur physique. Okay. Ça, c'est mes boulots. Quand j'étais plus jeune, avant d'avoir mes diplômes, j'ai fait des boulots à l'usine qui m'ont d'ailleurs sacrément forgé le caractère, qui m'ont en tout cas montré là où je voulais pas aller. Parce que il y a des gens qui font des boulots éminemment durs. Donc nous, on est la caste des youtubeurs, on est des privilégiés, mais là je te parle des youtubeurs, mais même un combattant, ouais, je préfère 1000 fois aller me taper dans une cage qu'aller tous les jours à l'usine. Hein. Ouais, non, clairement. Après, moi j'aime ça, combattre dans une cage. Non, après, je peux concevoir qu'une personne lambda, elle se dise, oh, ça va pas. Non, mais c'est ta passion, juste. Ouais, c'est ça. Et comme tu le disais, tu as été le premier Français à battre un mec qui avait que des victoires à l'UFC, c'est ça ? Le mec avait gagné à l'UFC, ouais. Il avait gagné son combat à l'UFC, moi je l'ai battu. Ça, c'est bien joué. Ouais, ça, on pourra pas me l'enlever. Non, ça, on pourra jamais te l'enlever. Ad vita aeternam. Ad vita aeternam. Et à partir de 2006, je crois, donc là, tu as fait à peu près 9 combats. Oui. Il me semble, c'est ce que j'avais. Et tu décides donc, je sais pas si tu décides ou on décide pour toi que tu allais arrêter. Non, il n'y a personne qui décide pour moi. Je décide d'arrêter parce que c'était c'est un sport de cinglé. Arrivé à un certain niveau, tu prends que des tueurs à gages. Donc c'est trop difficile. Il y avait le problème du dopage qui se posait également. Ok. Donc j'ai rencontré 3-4 adversaires qui étaient dopés, c'est pénible. Donc quand tu perds contre eux, ta cote elle descend et qu'est-ce que tu fais toi, tu vas te doper ou pas? Donc j'ai pris le parti de ne pas me doper. J'avais pas la nécessité de poursuivre ce sport. Je pouvais vivre décemment, autrement, en préservant ma santé. Et puis c'est le sport de haut niveau, c'est autre chose que le sport loisir, plaisir. Hein. Mmh. C'est 2 entraînements par jour, c'est des privations. Il faut reconnaître aux athlètes ce qu'ils endurent pour une performance de 15 minutes dans une cage. C'est pour ça que je suis assez choqué parfois quand je lis les commentaires, comment certains planqués derrière leur écran peuvent juger les performances. Peuvent moquer certains combattants, tu vois. Donc voilà, c'est un sport. Respect à tous les combattants. Mais pour moi, à ce moment-là, c'était trop dur. Okay. Parce qu'il n'y avait pas accès à toutes les structures, il n'y avait pas des primes suffisantes, il n'y avait aucune reconnaissance. Tu vois, aujourd'hui, même des amateurs, ils peuvent être portés au nu. Les primes sont belles. Et il y a un parcours qui est progressif. Il faut savoir que moi, dès mon 2e combat professionnel, j'ai combattu un mec de l'UFC. Dès le 2e. C'est costaud. Mon 3e combat professionnel, j'ai combattu pour la ceinture du Cage Warrior, qui à l'époque était la première ou la 2e plus grosse fédé européenne. T'es mis dans le bain très vite, quoi. Ouais. Le niveau n'était pas le même, le niveau était moins bon, certes, mais je n'avais pas les épaules pour supporter tout ça. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et quel bilan t'as tiré juste après ça, en gros? Comment ça s'est passé? Est-ce que, du coup, tu avais tes autres travails, en gros, tu restais coach, c'est ça que tu faisais aussi de ta vie? Ouais. Mais comment t'as vécu justement le côté, il s'est passé 4-5 ans pendant lesquels j'ai combattu, c'était ce à quoi tu te préparais depuis un moment, et après, ça va faire partie de mon passé, même si
Du coup, on le verra plus vraiment parce que tu as pu recombattre par la suite. Mais comment est-ce que tu vis le truc? Non, les aspirations changent au fil des années. On n'est pas la même personne à 18 qu'à 30. Euh, des choses qu'on peut accepter d'arrêter à 30 vont moins nous faire mal que des choses qu'on... Je te donne un exemple, mais bon, voilà, si à 20 ans, bah, on te prive de ta console, peut-être que la fin du monde, et puis si à 30 ans, on te prive de ta console, bah, tu fais, bon, Je vais faire autre ouais, chose, quoi. t'en as soupé de la chose. C'était pas vraiment mon métier, donc... mais je suis sûr qu'il y a plein de combattants qu'on aura le bol de faire ça, quoi. C'est sûr. Ouais. Il y a plus de plaisir à 2 entraînements par jour. À compter ce qu'on va manger, à aller à l'entraînement en ayant faim. T'es blessé, t'as mal au poignet, t'as les genoux en vrac, t'as une côte en vrac, t'as ton visage qui se déforme et il faut y retourner. Ouais. Ça donne moins envie, oui, d'un coup. Ça donne moins envie. Et Ouais. puis là, les gens, ce qu'ils voient, c'est l'iceberg, en fait. Ouais. Alors, il y a 2 icebergs. Il y a l'iceberg de ceux qui performent. C'est-à-dire qu'ils voient les gens qui réussissent, ils font, c'est cool quand même. Mais en dessous, il y a tout un tas de gens, ils auront rien, à la fois comme argent, comme reconnaissance. Ouais, aucune part du gâteau. Ça reste un truc qui est limité à un certain nombre de personnes. En plus, tu parlais de niveau, mais c'est vrai que le fait que ce soit encore plus exposé, que les gens se donnent encore plus, le niveau, il est devenu monstrueux. Ah ouais. Donc en fait, aujourd'hui, les gens qu'on voit, même ceux qui sont critiqués parfois, parce que juste tu perds un combat, c'est déjà le Super gratin. Fort, super fort. Et ça, Ouais. c'est le premier iceberg. Le second iceberg, c'est les efforts qui ont été consentis par l'athlète. Tu vois 15 minutes de ce qu'il a fait, puis en dessous, voilà, il y a tout, tous les sacrifices dont on a parlé, dont on a parlé avant. Donc, voilà, le grand public, il voit presque rien de ce Ouais. qu'est la vie d'un combattant. Et heureusement, parce que je dis pas que c'est terrible, mais si c'est super dur. Ouais. Non, mais en vrai, je conçois. Et tu décides après, par contre, de recombattre. Oui. C'est quoi qui... Est-ce que c'était parce que ça te manquait? Est-ce que c'était parce que, justement, on va en parler aussi après, tu as fait aussi entre deux une reconversion où tu t'es mis à faire des vidéos sur YouTube, aujourd'hui tu as ta propre chaîne et tout. Le fait d'être exposé, est-ce que ça t'a donné aussi envie de dire, bon, bah, ok, maintenant je vis aussi de mon activité sur Internet, je peux me consacrer aussi à d'autres choses, ça tourne autour du MMA et du combat. Est-ce que finalement je recombattrai pas pour que ce soit... chouette et le faire comme je le veux et finalement pas comme on l'a imposé avant. Ouais, t'as bien résumé la chose. Le fait que voilà, j'ai une visibilité sur YouTube, ça m'a permis plusieurs choses. D'avoir, si je devais recombattre, avoir plus de reconnaissance, plus d'argent, la possibilité effectivement de pas prendre des tueurs à gages systématiquement. Ouais. Donc tout ça mélangé, ça m'a motivé à reprendre. Il faut savoir que ma première carrière, je l'ai arrêtée sur 3 défaites d'affilée. Donc c'est quelque chose qui m'était resté en travers de la gorge, parce que voilà, un palmarès de 5 victoires et 4 défaites, bon, quand tu regardes sur le papier, ça fait pas rêver, tu vois. Et ça correspondait pas à mon niveau, à ce que j'avais accompli. Parfois les gens ils s'arrêtent juste à des chiffres. Il faut regarder qui m'a battu. Dans quelles conditions? Voilà, ceux qui m'ont battu, il y en a 2, ils font partie du top 5 mondial. Et voilà. Donc finalement, j'ai perdu contre le top niveau, tu vois. Ouais. Et voilà, j'avais à cœur de remonter pour un dernier tour de piste. Montrer aussi aux jeunes qui ne me connaissaient pas que voilà, j'étais pas que le petit rigolo de YouTube. Voilà, qui fait le con derrière la caméra, parce que j'adore dire des bêtises, rigoler, chambrer, mais qu'il y avait vraiment un vrai combattant, tu vois. Le dernier, c'était en juin, c'est ça, hein? Le dernier, c'était en juin, c'est Ouais. ça. Donc un Brésilien, voilà, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, voilà, bien chargé lui aussi, j'imagine. Et je l'ai vaincu, je suis content. Ça m'a permis d'être classé 170e mondial. Donc quand on entend ça, on se dit 170, bon, c'est pas terrible. Bon. Mais bon, le monde, il est vaste. Ouais.
Il y a du monde. Il y a du monde. Mon meilleur classement, ma première carrière, j'ai été classé 34e mondial. Donc voilà, ça c'est des classements qui sont sérieux. Et voilà, moi je suis content de ce que j'ai fait. Comme je t'ai dit, c'est pas... Si c'est sympathique, tu te dis c'est sympathique, c'est sympathique. Oui. Faut que je fasse quoi? 15h23, ça fait plus d'une heure, donc on peut enchaîner sur le quiz. Ah, sur le quiz, bah on va quand même, ouais, j'ai quand même une dernière séquence YouTube en particulier. Oui, c'est vrai qu'on papote, Un bon client. Oui, c'est un bon client. Non, mais j'avais aussi envie qu'on parle aussi de justement de cette reconversion. Là, on en parlait à l'instant, mais sur YouTube, j'ai l'impression que pour toi, c'est aussi un accomplissement que d'être suivi aussi par autant de monde sur un sujet qui est quand même. En fait, je pourrais pas dire ça aujourd'hui, mais parce que ça ne l'est plus, mais qui était quand même niche à un moment donné. Les sports de combat, comment intéresser les gens, effectivement sans faire de vidéo, salut, je vais t'apprendre à mettre une droite et point barre, tu vois. Toi, il y a quand même ce côté divertissement que tu as apporté. Tu as été l'un des premiers, si ce n'est le premier en France à vraiment apporter ça. Comment est-ce que toi, t'as vécu et comment tu vis cette aventure-là? Est-ce que c'est toujours autant un plaisir et puis tu peux pitcher aussi un peu ce que tu fais sur YouTube. Ouais. Bah, avec YouTube, j'ai toujours voulu répondre aux questions auxquelles je me posais quand j'étais petit, à savoir est-ce que je peux battre plusieurs adversaires en même temps, qu'est-ce que ça fait de combattre contre un bodybuilder, est-ce que si je mets les gants à quelqu'un dans la rue et je lui demande attaque, fais ce que tu veux, est-ce que je vais réussir à me défendre? Voilà, c'est ces questions-là auxquelles je voulais répondre. Donc j'ai mis en place ces concepts de combat de rue où on demande aux gens de frapper. Donc ça, il y a personne qui faisait ça en France, ou les bagarres dans un bar avec plein de gars qui sont solides et qui se tapent dessus. Comme des expériences sociales, quoi. Ouais, c'est ça. Rencontrer des athlètes et les affronter dans leur discipline, voilà, ça c'est Lucie Berthaud qui avait déjà fait ça. Donc ça, j'ai repris à mon compte cette idée. Et voilà, ça vient de quelqu'un de passionné, cette chaîne YouTube. Et je pense que c'est ce que les gens aiment, c'est l'authenticité. Je suis quelqu'un d'authentique et je cache rien. Donc quand je prends des tannés dans mes vidéos, je le montre volontiers, pardon. Voilà, ça fait partie aussi des valeurs des sports de combat ou des hommes avec un grand H pour le coup en général. C'est l'authenticité et la sincérité. Je ne suis pas quelqu'un qui ment. Et ça se ressent dans mes vidéos, tu vois. Ouais. Je ne vais pas faire des montages pour montrer que je gagne. D'ailleurs, c'est parfois normal que tu gagnes pas puisque tu reçois des... Enfin, moi, je crois que c'est le concept que j'apprécie le plus, c'est quand tu reçois des champions. Ouais. Des champions, ouais. Et que en fait, on voit les champions aussi dans un autre contexte. Oui. Ça permet de mettre en valeur aussi tout l'aspect préparation où, en fait, nous, on sait que tu es un combattant, que tu es bon. Et on voit aussi la différence qu'il y a avec aussi des combattants et des champions de maintenant. Et le moindre petit détail, en fait, quand t'expliques que en fait, il fait tel coup pour faire tel truc, etc. Ça, je trouve ça hyper intéressant et impressionnant, justement parce évidemment, on voit pas tout, mais on voit une partie de l'iceberg qui est un petit peu en dessous, quoi. Bah, effectivement, c'est quand tu prends la crème de la crème, c'est difficile de s'exprimer, et mon rôle justement c'est d'arriver à faire en sorte qu'il soit mis en avant, que je sois mis en avant aussi, parce que c'est un deal gagnant-gagnant. Mais voilà, quand tu combats des gars comme Saladin Parnasse... Ouais, celui-là il m'avait vraiment choqué, parce que on en discutait la dernière fois, mais c'est particulier d'être choqué à travers un écran, parce qu'on se rend évidemment pas compte de la force qui est impliquée, etc. Et pourtant avec Saladin Parnasse c'était... particulièrement impressionnant. On se rend compte, tu te dis, mais en fait, le mec est un monstre, un génie. Ouais. Bah ouais, moi je suis hyper flatté de croiser les gants avec tous ces grands champions, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Et non, je suis content de populariser les sports de combat et les arts martiaux en général. C'est ma passion, et je pense que j'ai fait beaucoup dans le monde des arts martiaux, en toute humilité. J'ai remis certaines pendules à l'heure, j'ai ouvert des nouveaux paradigmes, et maintenant je suis... Tant mieux, c'est ta passion. Ouais. C'est trop bien. Donc bravo pour ça. On va passer, j'ai une dernière séquence quiz qu'on attend.
évidemment. Et ensuite, on passera à la conclue et à l'échange de cadeaux. Ah, bien Je l'ai sûr. pas dit aussi dans l'intro, mais comme d'habitude, on aura un échange de cadeaux où la personne d'avant t'a offert un petit truc et Cool. toi aussi. Un cadeau. D'ailleurs, la personne qui va recevoir ton cadeau arrive tout à l'heure, donc c'est cool, C'est ça va qui pouvoir. J'ai le droit de le dire. Non, j'ai pas le droit de le dire puisque les gens ils savent pas non plus. Mais je te le dirai en off. Et on passe à la section quiz. Ah, mais je suis venu que J'espère que pour t'es ça. pas moi. stressé et que t'as pas la boule au ventre comme quand tu vas en... Merde, je perds mes feuilles. On va voir. Hein. Et si je t'ai pas posé les questions Un du combat, dîner mais- de con. Tu peux le faire après si tu veux. Là, moi, Ouais, mais j'ai après, beaucoup... après, si les gens ils savent pas les réponses, ils vont dire ouais, il m'a Ouais, traité et moi de con. Et moi Quoi? Après, moi, j'ai pas d'ego, donc c'est pas grave. C'est vrai, t'as pas d'ego? Non, pas trop. Il en faut un peu. Hein. Un petit peu. Mais sur ça, sur l'aspect... Culture G. Ouais, ça me dérange pas. Non, moi non pense plus, que mais je suis un joueur. Ouais, non, mais ça, je comprends. Je t'ai mis... Il y a une quinzaine de questions. Je t'ai mis et des questions de culture G un peu plus globales, classiques. Et je t'ai mis aussi des questions relatives au MMA ou au sport de combat. Ok. Est-ce que tu es prêt? Oui. Greg MMA, je vais te poser 15 questions de culture générale. Numéro 1. En quelle année les Jeux Olympiques modernes ont-ils été relancés par Pierre de Coubertin? Saleté, ouais. Je voulais commencer fort. Ah, trop sale. Il y a des 1927. 1896 à Athènes. C'était les premiers JO modernes. Non, mais c'est intéressant. Non. Et tu sais qu'à ce moment-là, il y avait des épreuves d'art. Ah bon? Ouais. Ah, c'est marrant. Bah, tu peux me parler, je suis pas content. Deuxième question. Quelle est la signification de MMA? Il me pose un truc bidon après un truc bidon. Mix martial art. Numéro 3. Quelle est la capitale de la Suède? Stockholm. Numéro 4. Quel héros grec est connu pour avoir combattu le lion de Némée? Bah, si je réponds vite, c'est Achille, mais c'est pas ça? Si c'est ça, si tu me dis, hein. Comme ça je cherche autre chose. Ok, c'est pas ça. Ok. Alors attends. C'est l'un des le lion de Némée, ça fait partie d'un des travaux oui, qu'il a... Hercule. Pardon. Hercule. Alors Hercule, c'est la version Attends, romaine. ouais. Et l'autre, c'est. On la connaît moins, ouais. Vas-y, dis. Héraclès. Ah oui. Dis-le comme ça, je pourrais... Non, Je rigole. Pas tricheur. Comment s'appelle le combattant français qui est surnommé The Snake? Cyril Diabaté. Numéro 6. Quelle est la troisième planète la plus proche du Soleil? C'est facile, c'est la Terre. C'est la Terre. Numéro 7. Dans le film Fight Club, quelle est la première règle du Fight On n'a Club? pas en parlé. Voilà. Bah, non, mais c'est des questions très faciles, après très dures. Ah bah... Non, Hercule, je mets de tout. Hercule, c'était facile. Numéro 8. Comment s'appelle l'art martial inventé par Bruce Lee? Jet Kundo. Ouais. Numéro 11... Attends, je sais plus à combien. Numéro 9. Comment s'appelle le dieu grec de la guerre? Arès. Arès. Numéro 10. De quelle nationalité est le lutteur Mijail Lopez qui a remporté 5 titres olympiques? Lopez. Comment c'est son nom, son prénom? Mikhail? Ah bah c'est un russe. C'est un cubain. Ah, je voulais le dire. Lopez. Bah oui, Ah oui? mais Mikhail. T'as pas dur. C'est pas Mijail, Mikhail. Non, enfin, je sais pas, je l'ai sûrement mal prononcé. Je te donne. Non, j'ai loupé. Numéro 11. En quelle année l'homme a marché pour la première fois sur la Lune? 69. 69. Numéro 12. Dans Rocky 4, contre quel boxeur Rocky se bat-il? C'est Drago ou c'est l'autre? Si, c'est ça. C'est Drago? Ouais, c'est Drago. Numéro 13. En quelle année a eu lieu le tout premier événement UFC? 93, à Denver. Numéro 14. Comment s'appelle le philosophe qui a dit « Le corps est le tombeau de l'âme » Attends, parce que le corps, oui, c'est Platon. Faut pas confondre avec Nietzsche qui a dit l'inverse. Et numéro 15, la dernière question. Quel est le plus long fleuve de France? C'est facile, c'est le Rhin. Non. Il a la particularité, parmi tous les grands fleuves, il a la particularité d'être le seul qui n'est uniquement en France. Ah bon? Ouais. L'Amazon. Je rigole. Pas loin. Non, vas-y, balance. La Loire. La Loire, ah bon? 1012 km. Ah bon? Voilà. Mon cadeau. Allez, cadeau. Tu donnes ou je donne? Je te donne. Ah. Alors, moi, j'ai 2 cadeaux pour toi, Greg. Jean-Jacques Goldman.
C'est bon? La personne qui t'a offert le cadeau, il s'appelle Théo Curin. Je Théo sais pas si Curin. tu vois qui c'est. Non. C'est un athlète handisport qui est maintenant présentateur sur France 2. Beau gosse. Il a 1 an de moins que moi, je crois. 25 ans, il est présentateur, il a fait des trucs de fou. Il a été vice-champion du monde de nage paralympique. Oui. Il a fait des trucs de fou. Il a aussi traversé le lac Titicaca à la nage. Ça a été le premier à le faire de long en large. Ils étaient 3. Donc ça a été un gros truc qui a été filmé. Et voilà, je lui avais demandé de ramener un petit objet. J'espère que t'as pas ramené un bonnet de bain. Pas loin. Ça me servira à rien. Il a ramené les lunettes, qui lui ont permis justement D'accord. de traverser ce lac. J'espère que c'est pas les toutes petites parce que ça, c'est impossible à mettre. On est d'accord? C'est des lunettes de compète. Ouais, non, ça marche pas, ça. Mais, comment il s'appelle? Après moi, Théo Merci Curin. Théo. Moi, je suis passeur de cadeaux, moi. Son style est... C'est celle qu'il a portée, vraiment. C'est vraiment celle qu'il a portée pour faire ce... Matrix. Ah, voilà. Ah bah ça va. Bah voilà. Bah tu vas pouvoir aller nager avec ça. Ouais. Dis donc. Ah bah oui, c'est là que la photo elle est partie. C'est bien, c'est bénéf. Donc, et moi, quant à Et toi, tu... Et non, j'ai quand même un deuxième cadeau pour toi. Ah, Attends. parce que là, il s'est dit, je me fous de sa gueule. Voilà, c'est notre BD. Oh. On a sorti ça en juin. Ah oui? Mais oui. On a fait une BD de culture générale où on J'adore. raconte plein de choses intéressantes. Qui a écrit? C'est Éloine et moi. Ah ouais? Ouais. Mais si, bah, je sais qui c'est, Eloane. Bah oui. Ah bah je sais. Et donc il y a un petit avatar qui me représente. On t'a mis un petit mot au début. Ah ouais, sympa les gars, merci, c'est gentil. Et mon cadeau du coup? Ouais, et ton cadeau, donc toi tu vas offrir un cadeau au suivant, mais on dit pas qui c'est. Ça fait de la pub à mon pote, alors que c'est Aton, c'est son livre, voilà, pour la prépa physique. Donc c'est un copain, bah, en ce moment il est mal au point. Il s'est fait opérer du cerveau, donc il est mal au point. Courage à toi, mon frérot. Donc un ancien du GIGN, donc voilà, qui a dédié sa vie aux autres. Et justement, sur les réseaux sociaux, il y en a pas mal qui l'ont bousculé. Et j'ai pas trouvé ça sympa. Donc moi, voilà, tout ce qui est GIGN, RAID, BRI, moi, c'est des gens voilà, qui vont au charbon quand nous n'y allons pas. Donc c'est des gens qu'on doit respecter. Donc force à toi, mon frérot. Ce sera le cadeau De la prochaine personne. Nickel. Merci beaucoup. Et je lui donnerai. Bon, en tout cas, Greg, sache que... Allez c'est là! un buzzer. C'est-à-dire que c'est fini. Non, mais merci d'être venu jusqu'ici pour nous accorder du temps et pour t'en qu'on prie, puisse César. discuter. C'était très cool, très chouette. J'ai appris plein de trucs, notamment que effectivement les dinosaures sont 65. partis il y a 65 millions d'années. Voire 66, mais ça dépendait de la météorite. C'est ça. Comment elle s'appelle la météorite? Chukalkan? Il n'y a pas un truc comme ça? C'est pas Ch'toulou? Mais c'est un nom chelou. Il y a un truc de Chukalkan, mais c'est peut-être l'endroit où elle a explosé. Ouais. La province de... Ch'toulou, C'était dans le un truc comme Yucatan, mais... Xulub. C'est pas ça? Mais on dirait des foules. C'est pas ça? Faut conclure notre film. Faut conclure, ok. C'est On bien dit comme conclure. conclusion. Chouloulouche. Xulub. Ça veut dire merci. C'est ça. Non mais merci en tout cas d'être venu et tout, c'était trop bien. Et puis à la prochaine. Hein. Merci César, à bientôt. Ciao.